Mon frère a changé les serrures de la maison de mon enfance 6 jours après l'enterrement de notre mère. Puis, il a jeté les affaires de ma fille, de 7 ans, sur le porche sous la pluie. Ses baskets étaient trempées, son lapin en peluche était face contre terre dans une flaque d'eau. Et Gareth s'est tenu dans l'embrasure de la porte et a dit « Tu n'es plus à ta place ici ». Puis il a regardé ma fille et a ajouté « Tu ferais mieux de t'habituer à être sans abri ». Ce qu'il ne savait pas, c'est que notre père avait laissé une dernière condition dans son testament. Et quand cette condition a finalement été révélée, mon frère a découvert que la sœur qu'il avait passé toute sa vie à sous-estimer valait 5,83 millions de dollars. Je m'appelle Brooke Merritt. J'ai grandi à Marietta, Ohio, dans une famille où le nom Merritt signifiait tout. Mon père, Thomas, était propriétaire de l'entreprise familiale de menuiserie. Mon frère, Gareth, avait 6 ans de plus, et papa l'a toujours traité comme l'avenir. Gareth travaillait dans la boutique, je travaillais en cuisine. Chaque fois que l'héritage arrivait, papa répétait la même phrase. La terre reste avec le fils Merritt. Les filles se marient dehors. Quand j'avais 15 ans, j'ai demandé si je pouvais travailler dans l'atelier. Papa m'a regardé et m'a dit « Pourquoi s'embêter? Tu ne restes pas. » Alors je suis partie. Je suis allée à l'université, j'ai obtenu un diplôme en comptabilité, puis une maîtrise en jury-comptabilité. Finalement, j'ai créé ma propre entreprise enquêtant sur la fraude financière. À la fin de mes 20 ans, j'avais gagné plus d'argent que quiconque dans ma famille ne le savait. J'ai tranquillement construit une fortune de plus de 5 millions de dollars. Mais ma famille ne l'a jamais remarqué. Pour Gareth, ma carrière n'était qu'un travail de calculatrice. J'ai arrêté de m'expliquer. Puis papa est mort subitement d'une crise cardiaque. Je suis rentrée chez moi et je me suis occupée des funérailles, de la paperasse, de l'assurance et de tout le reste. Gareth passait son temps à parler de perpétuer l'héritage de papa. 6 semaines plus tard, maman est décédée d'un accident vasculaire cérébral. Lors de ses funérailles, Gareth a parlé d'être le fils de son père. Il n'a jamais parlé de moi. Par la suite, l'avocat de la famille, Raymond Voss, m'a écarté. « Ne quittez pas encore la ville », a-t-il dit. Mon père avait changé son testament, et Gareth et moi devions assister à la lecture officielle. 6 jours plus tard, Gareth m'a appelé. « Sors de la maison avant vendredi. C'est à moi. » Je lui ai rappelé que le testament n'avait pas été lu. Il a ri. Tout le monde connaît la règle familiale. Ce soir-là, j'ai découvert qu'il avait déjà changé les serrures. Ma valise, les vêtements de ma fille et plusieurs affaires de maman étaient assis dehors sous la pluie. La femme de Gareth se tenait dans l'embrasure de la porte et m'a dit que la maison n'était pas vraiment la maison de ma fille et de toute façon. Alors, j'ai tout emballé dans ma voiture. Nous avons passé la nuit dans un motel pas cher. Ma fille pensait que c'était une aventure. Je me suis assis sur le bord du lit en me demandant si je devais simplement retourner à Columbus et tout oublier. Mais je me suis souvenu des paroles de Raymond. Papa avait changé le testament. Alors, je suis restée. Quelques jours plus tard, je suis allée à l'atelier de menuiserie. Gareth vendait les outils de papa. Des décennies d'avions à main, de ciseaux et d'équipements étaient vendus à des étrangers. Contre le mur était assise une vieille boîte à outils verte. Le testament disait que les outils personnels de papa m'appartenaient. Gareth a ri. « Prends la jonque. » Alors, je l'ai fait. Cette nuit-là, j'ai ouvert la boîte à outils. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Le vieux crayon de charpentier de papa, une petite clé en laiton étiquetée « hangar à bateau » et un document d'hypothèque. Papa avait emprunté des centaines de milliers de dollars contre la maison familiale pour sauver Gareth d'investissements immobiliers ratés. J'ai immédiatement appelé Raymond. Il m'a dit que Gareth croulait sous les dettes. La maison familiale était lourdement hypothéquée. L'entreprise de menuiserie avait des privilèges. Mais il y avait un atout que Gareth n'avait pas touché. 18 acres au bord de la rivière. La propriété comprenait un ancien hangar à bateau et valait environ 1,1 million de dollars. Papa l'avait séparé du reste de la succession. Et il a créé une dernière condition. Les 2 enfants devaient soumettre des états financiers certifiés. Les 18 acres
irait à n'importe quel enfant qui pourrait prouver qu'il avait suffisamment de solidité financière pour garder la propriété sans dette pendant au moins 10 ans. Garrett était confiant. Il a soumis sa déclaration en premier, sa valeur nette vérifiée, moins 40 et 1 600. Puis Raymond a ouvert la mienne. Les capitaux propres de mon entreprise, 2,4 millions. Investissement, 1,9 million. Propriété commerciale, 1,1 million. Compte de retraite et réserve de trésorerie, en cours de la dette, 0. Ma valeur nette vérifiée était de 583 millions de dollars. Le matin de la lecture du testament, Garrett est entré vêtu d'un costume coûteux, comme s'il avait déjà gagné. Raymond lut d'abord les dispositions ordinaires. Garrett a reçu la maison familiale et l'entreprise de menuiserie. J'ai reçu les outils personnels de papa et la boîte à outils verte. Garrett sourit. Puis Raymond ouvrit un autre dossier. Il y a une disposition supplémentaire. Il a expliqué la propriété de 18 acres. Garrett a immédiatement argumenté. Il a rappelé à tout le monde qu'il était resté à Marietta pendant que j'étais parti. Il a dit qu'il avait porté le nom de famille. Puis il m'a regardé et a répété « Je me suis assuré que tu n'obtiendrais rien ». Raymond a calmement lu les états financiers de Garrett. Dette, prêt, passif, valeur nette négative. Puis il a lu le mien. 583 millions. La pièce devint silencieuse. Garrett m'a regardé comme s'il voyait sa sœur pour la première fois. Puis Raymond a annoncé la décision. J'étais le seul bénéficiaire admissible. Les 18 acres et le hangar à bateau étaient à moi. Garrett a essayé de protester, mais soudainement il s'est effondré de sa chaise. Je n'ai pas fêté ça. Je me suis juste assis là, à tenir le crayon de menuisier de papa, parce que j'ai enfin compris ce que signifiait son état final. Pendant la majeure partie de sa vie, papa a cru que la terre appartenait au fils. Mais vers la fin, il s'est rendu compte que la tradition ne pouvait pas protéger quelque chose si la personne qui en héritait ne pouvait pas se le permettre. Il avait finalement choisi la responsabilité plutôt que la tradition. 3 mois plus tard, Garrett a perdu la maison familiale à cause de la forclusion. Sa tentative de contester le testament a échoué. Et les 18 acres sont restés à moi. Cet hiver-là, j'ai emmené ma fille à la propriété de la rivière. Les arbres étaient nus. La rivière se déplaçait lentement. J'ai sorti la clé en laiton de ma poche et déverrouillé l'ancien hangar à bateau. À l'intérieur se trouvaient les cannes à pêche de papa, une chaise pliante et l'odeur familière du cèdre. Ma fille a couru vers la rivière. Je me suis assis sur les marches en tenant le crayon du charpentier. Pendant des années, j'ai pensé que cette clé représentait une maison dont on m'avait interdit d'hériter. J'avais tort. Cela représentait l'endroit que mon père avait tranquillement gardé pour moi. Mon frère croyait qu'être né fils le rendait digne de tout, mais j'ai appris quelque chose de différent. La valeur n'est pas héritée, c'est construit. Vous ne pouvez pas mesurer la valeur d'une personne en fonction de son sexe, de son nom de famille ou du siège dans lequel elle est née. Mon frère a hérité de la maison et de l'entreprise. Il a perdu les deux. J'ai hérité d'une boîte à outils, d'un crayon et de 18 acres de terrain riverain. Mais plus important encore, j'ai hérité de la liberté de décider de ce qui allait suivre. Et en regardant ma fille debout, au bord de cette rivière, j'ai finalement compris. Les filles ne se marient pas pour leur valeur. Les filles ne deviennent pas moins importantes parce qu'elles partent. Et l'héritage familial n'appartient pas à celui qui crie le plus fort. Il appartient à celui qui a la force et le courage de le protéger. Mon frère pensait qu'il me jetait hors de chez moi. En fin de compte, il m'a seulement poussé vers l'endroit où j'appartenais vraiment. Et quand j'ai déverrouillé cette vieille maison de bateau, je ne rentrais pas à la maison en tant que fille qui avait été rejetée. Je rentrais à la maison comme la femme qu'il croyait autrefois ne pourrait jamais devenir.